Joliba Morning News. Nouveau rebondissement dans l'affaire Birama Touré. Les familles fondatrices de Bamako exigent que justice soit faite. Zoom sur le grand embouteillage à l'approche de la fête autour des ateliers de couture. Fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Birama Touré. Les familles fondatrices de Bamako, à travers la famille Touré, se constitueront en partie civile afin d'appuyer l'action judiciaire. La déclaration a été faite par le patriarche des Touré dans son vestibule. Sa réaction au micro de notre reporter Moussa Tembini. Il veut la vérité. Il veut que la vérité soit au jour. Que ce soit Bourama vivant, que ce soit qu'on nous montre son tombeau, il le veut. Il veut que la justice soit faite. Et on ne peut que vous remercier, vous les journalistes. Vous avez beaucoup fait. Dans notre précédente édition, nous recevions M. Agibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il était question de la situation de certaines personnalités civiles et militaires assignées à résidence depuis les événements du 24 mai dernier. Nous vous proposons cet entretien. Début juillet, nous avions tenté de rencontrer les personnes qui ont été privées de liberté, les personnalités politiques et militaires, juste au lendemain des événements du 24 mai. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré des répondants lorsque nous sommes montés à Kati. On nous avait renvoyés à des autorités qu'on n'a pas pu rencontrer malheureusement. C'est après cela que nous avons fait des courriers à l'attention des autorités compétentes pour leur expliquer que cette situation n'est pas normale parce qu'on ne peut pas priver les personnes de liberté sans une base juridique, sans un fondement juridique. C'est ça la loi de la République, la loi fondamentale, c'est une disposition de notre Constitution. Donc nous, en notre qualité d'institution nationale des droits de l'homme, nous avons le devoir, l'obligation d'informer les plus hautes autorités sur ce qui doit être fait dans le sens du respect des engagements du Mali, parce qu'il s'agit des engagements internationaux souscrits par notre pays, et puis des instruments juridiques nationaux, à commencer par la loi fondamentale. Donc c'est vous dire que c'est une situation de violation des droits de l'homme, parce qu'on ne peut pas tourner autour du pot. Ce n'est pas de l'imagination, il ne s'agit pas d'interpréter. Il s'agit tout simplement de lire la Constitution et trouver que seuls les juges ont le pouvoir de priver les personnes de liberté. Et c'est là de façon réglementaire. Donc c'est une situation qui est déplorable. Après le communiqué, nous avons tenté d'autres actions qui sont restées vaines jusque-là. Donc c'est vous dire que nous saluons ces communiqués de la MDH et les communiqués d'autres organisations nationales et internationales du reste. C'est un bon signe. D'accord. En allant sur la base de la Constitution du Mali et d'autres traités et accords ratifiés par le Mali, de quelles violations parlons-nous exactement? Il s'agit de l'atteinte à la liberté de mouvement, parce que toute personne doit être libre de ses mouvements. Que vous soyez une personnalité politique ou militaire, la Constitution consacre que vous avez la liberté de mouvement, d'aller et venir, sauf s'il y a un fondement légal, c'est-à-dire si vous faites l'objet de poursuites judiciaires. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas de poursuites judiciaires, il s'agit simplement de privation de liberté qualifiée d'assignation à résidence. D'accord. Vous avez parlé de tentatives qui ont été vaines à votre niveau. Quelles sont concrètement les démarches que vous avez entreprises pour la libération de ces personnes-là? Il faut juste rappeler que ça n'a pas commencé avec ces personnalités depuis le régime de Ibeka. Lors des événements du M5, il y a eu des personnalités
politiques et civils qui ont été détenus au camp 1. Vous vous rappelez, à l'époque, nous avons accompli la même démarche. Fort heureusement ou par ironie du sort, certaines de ces personnalités sont aux affaires aujourd'hui et à des niveaux très élevés. Et après, il y a eu la chute du régime Ibeka et nous avons enclenché les mêmes mécanismes pour aller nous enquérir de leurs conditions de privation de liberté à Kati à l'époque. Et donc c'est la suite logique et c'est notre mandat légal. On ne peut pas faire autrement. Donc lorsque ces personnes également, à savoir l'ancien PM et l'ancien président de la transition et d'autres personnalités militaires ont été privées de liberté, nous avons cherché à les rencontrer. C'est ce que j'ai dit, nous sommes montés à Kati, malheureusement nous n'avons pas trouvé de répondants. Après, nous avons pu rencontrer l'ancien PM, l'ancien secrétaire général. Et voilà, c'était pour nous enquérir de leurs conditions. Et nous avons documenté tout cela. Mais après, lorsque nous avons appris par voie de presse et sur les réseaux sociaux qu'on a durci les conditions d'assignation à résidence surveillée de l'ancien PM, et nous avons dépêché une mission qui était conduite par moi-même, une délégation. Et arrivé à son domicile, nous en avons été empêchés. Or, il s'agit de la loi, c'est une loi de la République. On ne peut pas faire les tris entre différentes lois de la République. Soit on applique toutes les lois de la République, soit on renonce à toutes les lois de la République. Donc c'est ça le principe. Il ne s'agit pas de démarche personnelle ou de démarche individuelle. Il s'agit d'un mandat confié à une autorité de la République et qui n'a pas d'autre choix que de s'acquitter de cette mission. D'accord. Et à quel niveau sont les démarches à cet instant? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et nous jouons notre rôle de conseil, mais il faut une bonne compréhension de la part des autorités. C'est ce qu'on a toujours dit aux autorités. Les autorités se succèdent et puis il suffit de jeter un petit regard rétrospectif sur les 10 dernières années de l'activité ou des événements sociopolitiques de notre pays pour comprendre que nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. À longueur de journée, du jour au lendemain, les autorités se succèdent et l'autorité ancienne se retrouve dans une situation de violation de ses droits, emprisonnée. Donc c'est dire que c'est des situations qui n'arrivent pas qu'aux autres. Donc nous continuons notre mission, principalement par les conseils. Parce qu'avant de faire les communiqués, nous envoyons des courriers. Nous essayons de rencontrer les autorités pour leur parler de vive voix. Parce que c'est notre rôle de les conseiller. Et c'est ce qui manque le plus dans notre pays, malheureusement. Ceux qui sont là pour conseiller les autorités dans leur domaine de compétences n'arrivent pas à le faire, n'ont pas le courage de le faire. Ce qui fait qu'on laisse les gens perdurer dans l'erreur. Et les jours où il y a des difficultés, on tourne kazakh. On continue avec les nouvelles autorités. Cela ne doit pas continuer. Il faut que les conseillers jouent leur rôle en disant aux autorités telle attitude est conforme à la loi, telle ne l'est pas. Donc tout le monde a intérêt pour qu'on soit dans un état de droit, que les lois de la République soient respectées. Donc nous sommes toujours sur le dossier et nous ne baissons pas les bras. L'objectif, c'est de faire respecter les droits de ces personnalités. D'accord. Quel est votre dernier mot par rapport à tout cela? Mon dernier mot, je ne me lasserai jamais de le dire. La meilleure sécurité juridique, la meilleure sécurité, disons, c'est la sécurité juridique et judiciaire. C'est ce qui protège tout le monde. Aucun arsenal militaire ne peut protéger une personne à court, moyen et long terme. Donc, pour que tout le monde soit libre dans une république, il faut que tout le monde soit soumis aux lois de la République. Et d'ailleurs, cette analyse que nous faisons, c'est quand même un contraste de vouloir solliciter une loi d'amnistie qui est une loi inférieure à la Constitution du Mali et en même temps continuer à violer les dispositions de la Constitution. Nous avons dit, c'est peut-être une mauvaise explication qu'on donne aux autorités. On leur fait croire qu'on peut argumenter des situations. Ce n'est pas vrai. L'argument qui consiste à dire que c'est pour leur propre sécurité ne tient pas. Pour assurer la sécurité d'une personne, il y a d'autres mécanismes. Et on n'a pas besoin de priver la personne de ses libertés et de surcroît sa famille, sa femme et ses enfants. On a l'impression que les gens sont emprisonnés dans leur propre domicile. Donc le mot que j'ai à lancer, ou l'appel que j'ai à lancer,
c'est vraiment d'inviter les autorités à inscrire les actions dans les respects des règles de l'état de droit, dans les respects des règles de la démocratie, et c'est ce qui protège tout le monde. Je vais finir par cette citation de René Cassin, qui disait « Lorsque l'on s'endort en démocratie, on risque de se réveiller dans la dictature. » Donc que Dieu nous préserve de cela. Le monde évolue et la technologie également. L'avènement des smartphones a impacté les cybercafés. Les responsables de ces lieux de connexion se reconvertissent en d'autres métiers. Zoom sur quelques cybercafés visités par notre reporter Adama Sanogo. Des chaises vides, des postes de machines éteints et la clientèle qui se fait de plus en plus très rare. Voici le quotidien des cybercafés à Bamako. Au cybercenter Nananet, le gérant El Mokhtar Sissé se trouve derrière son écran en attendant l'arrivée de ceux qui viennent pour d'autres business. Le prix de l'heure de ces cybercafés reste abordable. À 1000 francs au début, aujourd'hui on l'a à 200, 250 francs par heure. Malgré ce prix à la portée de tous, les jeunes préfèrent se connecter sur leur smartphone. Aliou Kamara, un jeune que nous avons croisé lors de notre passage au cybercafé Faos, nous explique les raisons de sa présence. Bon, je suis juste venu faire une copie de la carte Nina de ma maman avec la connexion par téléphone, le système Wi-Fi souvent que les gens utilisent à la maison. Donc je préfère rester et puis utiliser mon téléphone et puis partager la connexion avec mon ordinateur et je travaille dessus. Un autre jeune croisé dans la rue affirme que les cybercafés ne sont plus nécessaires. Je partais télécharger les clips au cyber. Et pour ouvrir mes comptes, notamment mon mail. De nos jours, ce n'est plus nécessaire. On peut trouver tout sur le téléphone. El Mokhtar Sissé loue les mérites des cybercafés. Le cyber est plus professionnel. On saisit mieux au cyber. On imprime mieux. On ne peut pas imprimer sur le téléphone. Donc tout ça, ça amène à venir au cyber. Pour survivre, les responsables des cybercafés entreprennent d'autres activités en plus de la vente du pass Internet aux clients. Pratiquement, les jeunes viennent faire la formation sur Word, Excel, PowerPoint et Internet. Bon, avec souvent les fournitures de bureau, je vends ça aussi. On se débrouille avec ça. Sinon, on n'a pas quelque chose de fixe dans le mois actuellement. Avec la rareté des gens au cyber, on a tendance à augmenter beaucoup d'options comme les formulaires de visa, les rendez-vous de visa pour avoir accès aux ambassades. L'utilisation de l'Internet s'impose presque à tous aujourd'hui comme une urgence. Cependant, l'évolution de la technologie a entraîné un autre mal dans les cybercafés. Il s'agit de la cybercriminalité. À cet effet, les internautes sont appelés à faire preuve de plus de prudence. La communauté musulmane malienne prépare la fête de Tabaski. À Bamako, les ateliers de couture sont pris d'assaut par certains habitants. Fanta Diarra a fait le tour dans quelques ateliers. Suivons. À quelques enclavures de la fête de Tabaski, ça se bouscule dans plusieurs ateliers de couture à Bamako. Comme d'habitude, les couturiers cette année se trouvent encore débordés par la forte demande. Ces clients venus récupérer ces habits retournent à la maison les mains vides. 3 semaines comme ça, depuis là j'ai donné mon avis avant la fête, mais malgré ça je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. C'est chaud maintenant, ouais, c'est chaud. Et bon, les gens sont en train de faire, tu vois les gens là, ils sont depuis 5h, 6h, ils ont allé dormir et revenir. Se faire beau ou belle, telle est la priorité de beaucoup de Maliens pour la fête de Tabaski. Et au mois de fête, hein, tout le monde vient. Ça fait 20 jours, moi j'ai arrêté de prendre des habits, mais il y a des gens là, ils te jettent l'habit. Ainsi, face à cette forte demande, certains tailleurs ont dû réajuster leurs horaires. Dans cet atelier situé à Lafiabougou, il est midi et les couturiers viennent à peine d'arriver après une nuit blanche. Oui, le programme c'est un peu dur quand même, mais on essaie de gérer parce que le travail est un peu débordé. J'ai quitté ici à 3h du matin. Aujourd'hui quand même, on va tirer ici. Malgré quelques désagréments, certains clients arrivent à trouver leur compte. Les rendez-vous ont été respectés. Je suis venue prendre mon habit. Je suis très contente. Satisfaire les clients,
Tel est le credo de beaucoup de tailleurs. En cette période des fêtes, ce n'est pas facile. Notre souhait est de satisfaire tous les clients. Tout le monde aura ses habits, on l'espère bien. Le contexte économique du pays est difficile. Toutefois, les Maliens s'activent pour la fête de la Tabaski avec grandeur. Les difficultés économiques liées aux effets de la maladie à coronavirus et l'insécurité dans le nord et le centre de notre pays ont augmenté les besoins humanitaires et les niveaux d'insécurité alimentaire des populations. Selon la FAO, 3,1 millions seront dans de cas sévères de malnutrition nécessitant une prise en charge médicale adaptée au cours de cette année. Suivons ce récit de Oumou Makalou sur la situation. En Afrique, 232 millions de personnes ont souffert de la faim en 2020, soit environ 46 millions de plus qu'en 2019. La pandémie n'a fait qu'aggraver la situation, comme nous l'explique le directeur du bureau de Genève de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, Dominique Bourgeon. L'objectif d'éradiquer toute forme de malnutrition dans le monde à l'horizon 2030 paraît difficilement atteignable avec tous les chocs auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires. Conflits, chocs climatiques, chocs économiques. En 2030, nous aurons 660 millions de personnes victimes de sous-alimentation, soit 30 millions de plus que dans un scénario sans le Covid. Et si rien n'est fait en termes d'assistance dans l'immédiat, cette situation pourrait s'aggraver dans le contexte actuel marqué par la COVID-19. En plus de l'augmentation de l'insécurité alimentaire, la détérioration des pratiques de soins liées au déplacement et aux impacts potentiels du COVID-19, impossibilité des mères fournisseurs de soins, ainsi que la pression sur le système de santé risquent d'avoir un impact fort sur les taux de malnutrition au cours des prochains mois. À cet effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a jugé bon de lancer l'opération de distribution gratuite des vivres pour venir en aide aux populations. Le président de la transition a fait savoir que cette année, le plan national de réponse tentera d'apporter des solutions d'atténuation pour plus de 5 391 349 personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l'État et de ses partenaires d'appui. Nous parlons de la Grande Mosquée de Djenné dans l'infographie du jour. La Grande Mosquée de Djenné est le plus grand édifice du monde en terre crue, c'est-à-dire en banco. Elle est considérée comme la réalisation majeure du style architectural soudano-sahélien tout en reflétant des influences islamiques. La mosquée constitue le centre de la cité de Djenné au Mali, affluent du Niger. Un premier édifice fut construit en ce lieu au XIIIe siècle, mais la construction actuelle date seulement de 1907. La mosquée a la forme d'un carré de 75 mètres de côté et pyramidale. Sa hauteur est de 20 mètres, le toit est soutenu par 90 piliers et possède 104 trous d'aération. Elle peut contenir 1000 personnes. Marquant le cœur de l'agglomération de Djenné, c'est aussi l'un des symboles les plus remarquables de l'Afrique subsaharienne. Avec la ville de Djenné elle-même, elle est inscrite depuis 1988 à la liste du patrimoine mondial. L'actualité internationale avec Sokona Diakité. Le continent africain vient de bénéficier d'un soutien de poids dans son combat contre la pandémie du coronavirus. En prélude au sommet des chefs d'État africains de l'Association internationale de développement qui se tient ce 15 juillet en Côte d'Ivoire, Axel von Trotzenburg, directeur des opérations de la Banque mondiale et numéro 2 de l'institution, a fait des annonces dans ce sens. Il faut travailler pour faciliter que le continent peut être une vaccination vers 40% de la population jusqu'à la fin de cette année. Et il faut travailler sur ça. La Banque mondiale est tout à fait prête de faire son part et surtout par rapport... Selon lui, ce travail nécessite de l'écoute afin d'obtenir des résultats satisfaisants. Pour être efficace, il faut écouter aussi les besoins et les directions stratégiques de l'Afrique. Pour ça, nous sommes en train de consulter avec des gouvernements et surtout cet engagement avec des présidents. Le numéro 2 de la Banque mondiale a également indiqué au cours de son entretien en date de ce mercredi 14 juillet 2021 à Abidjan que l'appui de l'institution est multiforme. Et en forme de crédit de long terme ou à travers de dons.
et il finance toutes ces sources d'infrastructures jusqu'à le secteur social. Le président cubain Miguel Díaz-Canel lance un appel à la paix, à l'entente et au respect entre les Cubains à la télévision nationale après des manifestations historiques sur l'île qui fait face à sa pire crise économique depuis 30 ans. Il faut surmonter les désaccords qu'il y a entre nous tous. Ce que nous devons encourager, même si nous avons parfois des points de vue différents sur certains sujets, c'est d'essayer de trouver entre nous des solutions. Peut-être aussi faudra-t-il s'excuser auprès de ceux qui, au milieu de la confusion dans ce genre d'événements, ont été pris pour des fauteurs de troubles et maltraités. C'est ainsi que s'est exprimé Miguel Díaz-Canel, le président cubain, à l'endroit de ses concitoyens à la télévision nationale ce 14 juillet 2021. Oui à Cuba, non aux Yankees, contre le blocus et l'ingérence impérialiste avec Cuba et sa révolution, assez, 50 ans de blocus contre Cuba et par les États-Unis. Voici entre autres les slogans scandés ou affichés sur les pancartes des manifestants devant l'ambassade américaine en Bolivie. Nous soutenons Cuba pour que les Yankees ne massacrent pas, déclare Viviana Molo, une militante. Nous sommes ici pour soutenir la République de Cuba, qui est victime d'un blocus éternel à l'encontre de toutes les règles internationales. Les Nations Unies ont à la majorité exprimé leur soutien à la levée du blocus, indique José Pimentel, un retraité de 71 ans. Quant à Gabriel Campero, un autre militant, il soutient, je cite, « Il serait très hypocrite de notre part, en tant que citoyens qui ont vu et reçu nous-mêmes le soutien de la révolution cubaine, de leur refuser un soutien aujourd'hui, au moment où ils en ont le plus besoin. » Roland Fulguera, secrétaire politique du MAS, le parti au pouvoir en Bolivie, s'exprime en ces termes. C'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Morning News.